Bonjour tout le monde, bon après-midi. Je suis très content d'être là, je suis très content de passer en dernier parce que je pense que tout ce que je vais raconter va potentiellement faire écho à plein de choses qui ont été dites, en tout cas aujourd'hui dans cette pièce et pendant la keynote. Moi je m'appelle Emilien, je suis développeur freelance. Je travaille en ce moment sur un projet de start-up qui s'appelle Kickbanking, qui aide les freelances à gérer leurs organismes sociaux. J'appartiens à une communauté de freelance qui s'appelle Hack Your Job, qui en gros aide les devs qui ont envie à devenir freelance. Et je viens de publier un livre qui s'appelle Code Freelance et qui explique pourquoi, quand, comment devenir développeur freelance. Donc vous aurez noté qu'il y a une petite répétition dans tout ce que je fais. Et du coup, aujourd'hui, je ne vais pas du tout vous parler de freelance, mais plutôt de ce que le fait d'être vraiment passionné par mon métier et de me remettre en permanence à question m'a permis de me poser comme question. Donc en gros, je vais juste venir partager des questions avec vous. Du coup, ça ne sert à rien de me demander des réponses, parce que j'en ai pas. Mon objectif, à vrai dire, c'est vraiment juste que vous ayez encore plus de questions en partant. Donc si vous êtes à peu près sûr de vous et que vous vous dites « Ah, c'est génial, tout ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est exactement ce qu'il nous faut et lundi, on va pouvoir mettre ça en prod », et bah du coup, j'espère que vous allez pouvoir questionner un petit peu ça et essayer de voir justement comment démêler un peu tout ça. Qu'est-ce qui peut être utile, qu'est-ce qui l'est moins, pourquoi, comment. Et du coup, la question que je vous propose de se poser ensemble, c'est est-ce que l'évolution et ou la révolution du logiciel a vraiment eu lieu? Vu qu'a priori, on est tenté de dire oui. Moi, je voudrais vous poser cette première question qui est est-ce que vous vous êtes pas déjà dit, je pense que non, que construire un logiciel, en fait, globalement, c'est la chose la plus difficile que l'humanité ait jamais essayé de faire. Donc j'espère que vous n'êtes pas aussi bizarre que moi et que vous n'êtes effectivement pas dit ce genre de choses. Et pourtant, je vais quand même essayer de vous en convaincre. En tout cas, je vais essayer de vous montrer pourquoi moi je pense qu'à défaut d'être la chose la plus difficile qu'on ait jamais entreprise, c'est quelque chose qui est largement plus difficile qu'on l'accepte en général. Et que la plupart des problèmes qu'on a dans les logiciels et dans la conception du logiciel viennent en fait du fait qu'on est foutrement incapable d'accepter ce niveau de complexité. Et du coup, de mettre en place les outils et les pratiques qui pourraient éventuellement nous aider à le gérer. Est-ce qu'on est tous d'accord sur le fait que construire un pont, ou construire un immeuble, ou construire une fusée, c'est quelque chose qui est franchement difficile, a priori. Et pourtant, même construire un pont, par exemple, ça a quand même beaucoup d'avantages par rapport au fait de construire un logiciel. Premier point, déjà, ça se passe dans le monde réel. Dans le monde réel, il y a plein de règles qu'on est obligé de respecter. Je ne sais pas, la gravité, par exemple. Un détail tout bête. Et du coup, on peut s'amuser à faire des calculs mathématiques pour dire, ok, voilà, si je veux que mon pont il tienne 100 ans, 200 ans, 1000 ans, il va falloir que je prenne en compte tous ces paramètres-là pour être capable de construire un truc qui tienne dans le temps, qui soit vraiment utile. C'est un peu la même chose pour les fusées. Alors évidemment, des fois, on se plante. Quand on se plante, en général, ça coûte très cher. Et c'est pour ça qu'on n'a vraiment pas envie de se planter. Et que du coup, on fait plein de calculs, on fait appel à des mathématiciens, des physiciens qui sont capables de calculer, je sais pas, très précisément, par exemple, la trajectoire d'une fusée ou les forces qui vont s'exercer sur un pont en fonction de sa distance, en fonction du temps, en fonction des gens qui vont passer dessus, etc. Bref, je ne dis pas que faire ces choses-là, c'est facile, je dis juste qu'au moins, c'est fait dans le monde réel. Et un autre truc super important, c'est que ce n'est pas du tout conceptuel. Si vous dites à quelqu'un, là, je suis en train de construire un pont, vous n'avez pas besoin d'y passer une plombe à lui expliquer ce que vous faites comme métier. Ah, je suis en train de faire un pont, super, où ça? À la limite, voilà. Parce qu'il voit tout de suite ce que c'est un pont, il voit à quoi ça sert. Et c'est normal, c'est un concept en fait que tout le monde connaît. Et donc votre pont ou votre fusée ou votre gratte-ciel, en fait, ce ne sera jamais qu'une nouvelle implémentation d'un concept que tout le monde connaît déjà. Et ça, quoi qu'on en dise, c'est vachement pratique. Dans le monde du logiciel, en revanche, le truc, c'est que, en fait, construire un logiciel, ce serait comme inventer même le concept de pont. Et d'ailleurs, c'est tellement conceptuel qu'on a du mal à se dire ce que ça représente.
Pourquoi est-ce que c'est comme l'invention du concept? Parce qu'en fait, si le concept existe déjà, ça veut dire qu'il y a déjà des lignes de code en fait, qui représentent ce concept. Et s'il y a déjà des lignes de code qui représentent ce concept, ça veut dire que ce logiciel existe déjà. Donc il suffit de le compiler et de l'utiliser. Il n'y a pas besoin d'en réécrire un. Sauf que quand on crée un nouveau logiciel, par définition, normalement, on est censé aller produire de la valeur. Et si on produit de la valeur, ça veut dire qu'on va apporter quelque chose à un métier qu'ils n'ont pas encore. Et s'ils ne l'ont pas encore, normalement, c'est parce qu'il n'y a pas de logiciel qui répond à leurs besoins. Et pourquoi il n'y a pas de logiciel qui répond à leurs besoins? Parce que globalement, il y a quasiment autant de logiciels possibles que de métiers possibles. Et même que d'entreprises qui exercent leur métier d'une certaine façon. Et puis, il y a un autre gros problème avec les logiciels, c'est que ce n'est pas basé sur la réalité. Si vous avez envie de déformer les règles de la gravité dans votre logiciel, vous avez le droit. Si vous avez envie de dire que E égale mc3, vous avez le droit. Si vous avez envie de dire que 1 plus 1 égale 0, il n'y a rien qui vous en empêche. Alors là, ça peut sembler bizarre comme exemple, mais si je vous dis que vous avez tout à fait le droit de modifier des événements du passé pour faire comme si rien ne s'était jamais passé dans un logiciel, là, ça devrait plus vous rappeler votre quotidien, pour le coup. Et ça, quand on y pense, c'est une contrainte extrêmement forte, en fait. Parce que du coup, en plus d'inventer un concept, d'une certaine façon, vous inventez tout l'univers qui va avec. Quand vous dites en fait qu'on crée une architecture, qu'est-ce que vous dites? Vous dites juste, on a essayé d'appliquer à peu près toutes les mêmes règles de partout. Voilà, on a décidé ensemble que E égale mc3, mais globalement, on essaye de l'appliquer partout. Et en gros, l'architecture, ça peut se résumer à ça, c'est essayer de mettre des règles dans ce monde du logiciel qui est à la base complètement chaotique parce que, à part quelques règles électriques élémentaires, globalement, il n'a pas beaucoup de contraintes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a beaucoup moins de contraintes que le monde réel. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'en fait, construire des logiciels, ça fait partie des choses les plus difficiles que l'humanité ait jamais entrepris. Mais même si on n'est pas d'accord là-dessus, c'est pas grave. Je pense qu'on sera au moins d'accord pour dire que globalement, construire un logiciel, c'est franchement difficile. Voilà. Et pourtant, historiquement, on a toujours considéré que le logiciel, ce n'était pas le problème. Ce n'était pas la partie difficile en fait, de notre industrie. Et ça a plein d'impacts. C'est pour ça que je dis que ça va faire écho à plein de choses qui ont été dites aujourd'hui, parce que aussi bien par Arnaud que par Roméo, en fait, il y a plein de choses qui se sont mises en place de façon plus ou moins officielle, officieuse, depuis le début dans notre industrie, qui montrent que globalement, la partie écrire du code, ce n'est pas la partie importante, ce n'est pas la partie valorisée, ce n'est pas la partie intéressante. Et ce n'est pas nouveau. Et d'ailleurs, étymologiquement, on parle de hardware et de software, et ce n'est pas forcément un hasard. Effectivement, dans hard, il y a le côté physique, mais il y a aussi le côté compliqué, dur. Et pareil, dans soft, il y a le côté, ok, c'est quelque chose qui peut être modifié en permanence, mais c'est aussi quelque chose qui est plus simple, qui est plus palpable, quoi. Et d'ailleurs, on est souvent content de se dire que les premiers développeurs étaient des développeuses. Et malheureusement, ce n'est pas du tout une bonne nouvelle. Parce que quoi qu'on dise sur notre époque, elle est largement plus ouverte aux femmes que ce que les années 40 et 50 étaient. Donc il faut bien comprendre que si les premiers développeurs étaient des développeuses, c'est parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui considéraient que ça n'avait franchement aucun intérêt. Et que donc, même des femmes pouvaient le faire. Et c'est très triste, on est bien d'accord. C'est très triste pour le statut de la femme. C'est très triste, surtout, que finalement, ça n'avait pas tellement évolué. Donc moi, j'adore, et je suis ravi qu'il y ait de plus en plus de codeuses, mais j'ai un peu de mal quand on fête le fait que les premières développeurs étaient des développeuses, parce que pour moi, ça montre juste un problème, en fait. Ça montre en aucun cas le fait qu'en 1950, tout se passait beaucoup mieux que maintenant. Bon, et puis, il faut quand même dire que construire du hardware, construire des ordinateurs, c'est pas non plus un truc hyper simple, hein, à pas se mentir. Et alors déjà, c'est pas un truc hyper simple aujourd'hui, mais alors, dans les années 50, c'était encore autre chose, clairement. Et effectivement, si on fait un peu d'histoire, on se rend compte que c'était principalement des mathématiciens, des physiciens qui bossaient sur ces sujets-là, que ce n'étaient pas des branquignoles et qu'effectivement,
ils bossaient dur pour réussir à faire des ordinateurs qui, globalement, en plus, ne marchaient pas très bien. Et qui coûtaient évidemment extrêmement cher. Mais, M. Moore nous a dit, mais regardez, quand même, c'est génial parce que, en gros, tous les 18 mois, on double de puissance. On voit que ce n'est pas tout à fait le cas, mais peu importe. Effectivement, vu qu'on a tous aujourd'hui dans la poche à peu près 3 fois l'équivalent de ce qu'ils pouvaient envoyer des hommes sur la Lune, on peut accepter que oui, globalement, le hardware a progressé d'une façon mais fulgurante, mais même inimaginable en fait. Franchement inimaginable. Et du coup, on serait quand même en droit de se dire que le logiciel devrait suivre la même courbe. Il devrait être de plus en plus rapide, de plus en plus fiable, de plus en plus simple à concevoir. Quand on voit l'explosion de puissance qu'il y a au niveau hardware, c'est difficile d'expliquer que le software ne progresse pas de la même façon. Mais en fait, c'est pire que le fait de ne pas progresser. En vérité, le software, il suit une loi complètement inverse. Et ça a été documenté, ça a été étudié. Globalement, les logiciels sont de plus en plus difficiles à faire. Ils ne gagnent absolument pas en fiabilité. En gros, ce qui se passe, c'est qu'il y a de plus en plus de logiciels, mais qu'il n'y a pas du tout de plus en plus de qualité ou de logiciels qui fonctionnent bien, ou même d'utilisateurs satisfaits. Il y a de plus en plus d'utilisateurs, ça c'est sûr. Satisfaits, c'est beaucoup moins sûr. Et du coup, voilà, on parle même de loi de Moore inversée. C'est-à-dire qu'on pourrait presque dire que tous les ans et demi, on diminue par 2 la productivité qu'on est capable de faire en logiciel. Et d'une certaine façon, on peut aussi se dire que c'est assez logique, parce que si la stack matérielle est de plus en plus évoluée, elle est aussi de plus en plus complexe à coordonner, à mettre en œuvre. Et donc, à un moment donné, le logiciel qui s'exécute là-dessus, lui aussi, il gagne énormément en complexité. Et en fait, ça s'est globalement tellement mal passé historiquement qu'on s'est mis à parler de crise du logiciel dans les années 70. Par définition, voilà, c'était cette idée que la plupart des projets sont hors de budget ou hors de délai, ou qui ne respectent pas les specs. On s'est vite rendu compte que c'était trop difficile de recruter. Et le pire dans tout ça, c'est que même quand, tant bien que mal, on arrivait à faire un logiciel, globalement, il était très peu fiable. Et ça, c'est pareil, je trouve qu'on ne s'imagine pas assez aujourd'hui qu'il y a quand même eu des sommets de l'OTAN dédiés à la crise du logiciel. Je ne sais pas, c'est pas un truc que j'imagine arriver aujourd'hui, pourtant il y en aurait besoin aussi. Mais l'OTAN s'est réunie en disant franchement, c'est le bordel, est-ce que vous ne pouvez pas faire mieux, quoi. D'ailleurs, historiquement, c'est assez intéressant. Et si ça vous intéresse, vous pouvez lire le Software Leprechaun de Laurent Bossavitz, qui explique qu'en fait, cette conférence, ou ces conférences, parce qu'en fait, il y en a eu 2, ont été faites en fait, en réaction, soi-disant, à la crise du logiciel. Alors qu'en fait, si on regarde historiquement, les premières fois qu'on voit apparaître le terme crise logicielle dans des papiers scientifiques, c'est précisément dans cette conférence-là. Donc c'est assez rigolo. Mais bon, en tout cas, on a été tous d'accord pour dire que ça se passait pas très bien. Et donc le but de ces réunions, c'était de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux, hein, ce qui est quasiment le but de n'importe quelle conférence finalement. Mais là, c'était à l'OTAN, c'était un peu plus classe. Et là, on voit que bizarrement, il y a beaucoup moins de femmes, malheureusement. Et alors, la réponse, elle a été simple. Elle a été de dire, notre problème, c'est qu'on n'est pas des vrais ingénieurs. Il faut qu'on devienne une vraie industrie avec une vraie ingénierie. Il faut qu'on ait des pratiques d'ingénierie. Et ça va résoudre tous nos problèmes. Et globalement, ça a bien été redit ce matin, on est allé chercher ce qu'on savait faire. Et ce qu'on savait faire, c'était du Fordisme, c'était du Taylorisme, c'était des chaînes de montage. C'était des gens peu qualifiés qui allaient exécuter les ordres de gens très intelligents. Donc plutôt des hommes, si possible, évidemment. Mais globalement, le but, c'était vraiment d'avoir des chaînes où on pense au début et à la fin, il y a juste à faire. Et alors Arnaud disait ce matin, ça a très bien marché dans d'autres industries. Moi, je ne suis même pas sûr que ça ait très bien marché dans d'autres industries, mais en tout cas, c'est sûr que je ne suis pas suffisamment expert pour le savoir. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est ça qu'on a essayé d'appliquer à l'industrie logicielle. Et ça fait notamment, tous les premiers papiers, enfin, c'était pas les premiers, mais des papiers qui ont émergé sur ce qu'on a appelé plus tard le cycle en V, potentiellement à tort d'ailleurs, mais peu importe,
a effectivement été écrit suite à cette conférence dans l'objectif d'avoir une approche plus d'ingénieur, d'industrie pour notre métier. Et moi, à mon avis, il y a eu une erreur fondamentale là-dedans. Parce que, je ne sais pas vous, mais moi, je n'arrive pas à voir d'autres industries où, en fait, on livre des choses à des gens qui sont en train de l'utiliser tranquillement, dans leur voiture ou sur les toilettes ou je ne sais où. Et là, en fait, on peut leur prendre des mains, leur changer, leur refoutre un nouveau truc. Et il faut qu'ils continuent à faire exactement la même chose qu'avant, sans aucune régression, évidemment. Et ça, c'est pareil, c'est une contrainte extraordinairement forte. Et si vous trouvez une autre industrie qui a ce genre de pratiques et de problèmes, ça m'intéresse, parce que moi, je ne vois pas. Je ne vois pas quel autre métier est obligé de se dire « Ah bah là, non seulement on leur a livré un truc, mais en plus, il faut continuer à maintenir, à faire évoluer ce truc, alors même qu'il délivre déjà de la valeur. » Il faut l'espérer, en tout cas. Alors je me suis dit peut-être que dans une certaine mesure, la musique pourrait se rapprocher de ça, parce que si je fais un concert et puis le suivant, il ne sera peut-être pas exactement identique, et donc d'une certaine façon, je peux améliorer ce que je délivre en permanence. Mais bon, on voit bien que ce n'est pas tout à fait pareil, hein. En tout cas, pas tant qu'on vend juste des prestations de live coding, ça pourrait être intéressant, remarque. La pub, potentiellement, ouais, mais c'est pareil, une fois que tu as ton spot télé, il ne va pas évoluer pendant que tu le regardes, quoi. Mais peut-être le suivant, c'est vrai. Les livres aussi, je me suis dit, parce qu'effectivement, on peut éditer une version. Bon, pour tous ceux qui sont imprimés, c'est mort. Mais éventuellement, si on veut réimprimer une nouvelle version, on pourrait se dire, bah là, je peux apporter des modifications, etc. Mais on voit bien que c'est pas du tout la même chose. C'est pas comme si j'arrive, je te prends le truc que tu es en train d'utiliser, et je t'en remets un autre, et il ne faut pas que tu t'en rendes compte. Bref. Et ce que je viens de décrire, là, en fait, c'est juste la propriété soft d'un logiciel, c'est-à-dire le fait qu'il soit reprogrammable en permanence, qui est en fait tout son intérêt, et ce qui est aussi sa définition. Et voilà, à ma connaissance, il n'y a pas d'autre industrie soft, et je pense que c'est une grosse partie du problème, parce que du coup, bah, comme on aime bien les mauvaises comparaisons, en général, on dit « Ah, bah, de toute façon, faire un logiciel, c'est comme construire une voiture, faire un immeuble, faire des croissants. » Je sais pas, j'ai entendu tellement de choses en disant. Et globalement, bon, je comprends que les images, c'est intéressant, mais ce qu'on a en tout cas retenu comme pratique, c'était franchement pas adapté. Et en gros, les pratiques, c'était ça, hein, c'est ce que je vous ai dit juste avant, c'était, bah, moi j'ai un costard-cravate et je suis très intelligent, donc je délivre la valeur, je te dis quoi faire, puis toi tu as juste à coder, donc bah, tu as juste à coder, point. Je vois pas pourquoi on poserait plus de questions. D'ailleurs, petite parenthèse, ce qui est quand même passionnant là-dedans, parce que je dis qu'on s'est inspiré d'autres industries, en fait je pense que ce n'est pas tout à fait vrai. Je pense qu'intuitivement, ce qu'on a fait, c'est surtout qu'on a continué à faire ce qui se passait avant les ordinateurs. Parce qu'avant les ordinateurs, on avait déjà besoin de faire énormément de calculs. On s'envoyait déjà des missiles sur la gueule et du coup, il fallait calculer les trajectoires. Et on ne pouvait pas attendre une semaine d'avoir le résultat d'un mathématicien de génie parce qu'il fallait tirer avant demain, sinon on allait avoir des problèmes. Et donc, qu'est-ce qu'il faisait à l'époque? Il prenait un certain nombre de gens potentiellement brillants qui découpaient le calcul en plein de petites choses beaucoup plus simples à calculer. Ils distribuaient ça généralement à ce qu'ils appelaient littéralement des calculatrices, qui pour le coup résolvaient l'opération simplement, retournaient l'opération, et alors là, ils pouvaient tout réagréger, et du coup, ils avaient leur résultat en une journée au lieu de l'avoir en une semaine. Et d'une certaine façon, je trouve ça génial parce que ce que je viens de vous décrire là, c'est toute la puissance qu'on essaye de tirer aujourd'hui de la programmation fonctionnelle pour construire des systèmes scalables. Autrement dit, ça aurait pu être une très très bonne idée de baser l'industrie logicielle là-dessus. Ce n'est pas du tout ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait, c'est juste qu'on a gardé la pratique managériale il y a des gens très intelligents qui réfléchissent et découpent des problèmes, et d'autres qui ont juste à les résoudre sans se poser de questions. Sauf qu'à partir du moment où on n'est plus en train de faire des maths et que le problème qu'on a découpé, il n'est plus du tout composable et qu'il a des effets de bord dans tous les sens, ça ne marche plus du tout. Mais c'est une autre discussion. Bref, donc je pense vraiment que en fait, ce qui fait qu'on a gardé globalement ce genre de pratique, c'est aussi que c'était ce qui se passait avant, et que du coup, le jour où il y a eu des ordinateurs, on a dit, bon, ça change rien, moi je découpe le calcul, et toi maintenant, c'est encore mieux, de toute façon, en plus, tu n'étais pas très forte avec ton crayon et ton papier, donc maintenant, en plus, tu auras une machine, tu rentreras ton calcul, ça te donnera un résultat, et tu pourras me le donner. Et effectivement, les femmes qu'on voyait tout à l'heure,
sur la photo en tout cas, qui travaillaient sur l'ENIAC, avant d'être développeuses, elles étaient calculatrices. Et bon, elles ont quand même été promues développeuses parce qu'elles faisaient partie des meilleures calculatrices. Mais en tout cas, on voit bien la logique. Enfin bref. Donc ça, je disais, en gros, c'est le point de vue des années 70 sur comment développer un bon logiciel. Et donc, il y a juste un tout petit problème avec cette vision des choses, c'est que ça ne marche pas. Ça ne marche pas dans l'industrie du logiciel. Ça ne marche pas dans l'industrie du logiciel et ça a été très bien documenté, c'est ça qui est amusant. C'est vraiment pas dur en fait d'aller chercher les réponses et de voir qu'est-ce qui marche mieux et qu'est-ce qui marche moins bien. Et Frédéric Brooks, donc, qui était un manager chez IBM, qui a notamment fait cette belle citation dont parlait encore Arnaud ce matin, qui disait que c'est pas parce qu'une femme fait un bébé en 9 mois que 9 femmes vont faire un bébé en 1 mois. Et globalement, donc, il a très bien documenté parce que ce qui s'est passé chez IBM, c'est que ça fait partie des premières entreprises qui construisaient des ordinateurs. Et alors très vite, les gens ont compris l'arnaque parce qu'ils achetaient des ordinateurs hors de prix. Puis ils se disaient, bon, bah, ça y est, c'est bon, maintenant notre business il va aller vite. Puis alors ils disaient, non, bah, maintenant il vous faut des gens pour le programmer. Ah. Et ça coûte cher ces gens? Oh. Et donc, ils ont eu un gros problème. Et leur premier gros problème, ça a été effectivement de recruter et de recruter en masse. Et alors là, c'est très drôle parce que du coup, ils ont recruté en masse pour un métier du coup, qu'ils ne connaissaient pas parce qu'il n'existait pas avant et qui, comme je viens de vous l'expliquer, était de toute façon très mal compris. Donc, ils ont très mal recruté. Et ils ont très mal recruté et donc ils ont créé un test, notamment chez IBM, qui dit en gros que voilà, le bon développeur, on peut recroiser un peu avec Roméo, voilà, c'est un homme blanc, plutôt ennuyeux, plutôt associable, qui a des passions pour les puzzles et pour les problèmes complexes. C'est écrit noir sur blanc. Et ils se sont basés là-dessus pour recruter énormément de développeurs. Après, ils se sont dit, oh, je comprends pas, il n'y a que les mêmes profils dans le développement. Voilà. Enfin bref, du coup, lui, il était très très bien placé pour voir vraiment tous les dégâts que ça pouvait produire et cette approche en fait par brute force vraiment du logiciel, parce que c'est ça, hein, c'est-à-dire que en gros, c'est des managers qui se sont dit, on va brute forcer le logiciel, plutôt que de payer un gars bien et essayer de comprendre ce qu'il fait, on va en prendre 150 000 et on va rien leur demander à ce qu'ils font, on va juste leur dire de faire. Et au bout d'un moment, ça va bien marcher. Et donc non, au bout d'un moment, ça peut tomber en marche, mais bien, c'est jamais le mot. Bref. La question qu'on pourrait se poser, du coup, c'est, ok, mais ça, c'était les années 70. Qu'est-ce qu'on a appris depuis? Et si on en croit, en tout cas, le Chaos Report du Standish Group, en 2014, pas grand-chose. Alors après, il faut s'entendre sur qu'est-ce que c'est qu'un projet qui échoue pour eux. Dans leur définition, dans le papier, en tout cas, ils reviennent sur la définition de crise du logiciel. Donc en fait, ils disent, voilà, un projet qui échoue, c'est soit un projet qui est hors délai, hors de budget, ou qui ne respecte pas tout à fait les specs. Donc qui dans la salle a déjà travaillé sur un projet qui est hors délai, hors de budget, ou qui n'a pas tout à fait respecté les specs? Voilà. Donc moi, je pense qu'il est même plutôt optimiste quand il dit 83%. Je ne sais pas comment il a dû en exclure d'une certaine façon. Moi, je vous rassure, j'ai travaillé là-dessus aussi. Hein. Je vais d'ailleurs. Alors évidemment, après, tout est discutable. Mais globalement, en tout cas, c'est ce qu'ils disent dans l'explication. Ce qui est sûr, c'est que le chiffre est très élevé, du coup, et que ça participe à cette réputation de crise du logiciel. Et voilà. Et puis il y en a qui disent, mais non, il n'y a pas de crise. C'est vrai qu'au bout d'un moment, quand il y a la crise depuis 80 ans, on se dit, c'est plus vraiment une crise, c'est juste une industrie, en fait. Ça peut se défendre comme ça. Bon. Et du coup, moi, l'impression que j'ai, ça fait juste un peu plus de 10 ans que je suis dans le métier, mais globalement, depuis que je suis là, j'ai l'impression que c'est simple, on sait qu'on a des problèmes, mais c'est pas grave parce qu'un jour, on va la trouver, la silver bullet qui va nous sauver. On va la trouver. Ok, à une époque, ça s'appelait du code procédural, à une époque, ça s'appelait l'orienté objet, après, ça s'appelait le cycle en V, puis finalement, on s'est dit qu'on avait plutôt appelé ça agile, puis peut-être Scrum, voire Safe, mais là, quand même, c'est border. Et puis mais on a aussi des termes techniques pour nous sauver. On a les microservices, on a le TDD, on a le CQRS et l'event sourcing, on a le CRUD. Bon, en fait, ça dépend un peu du bord d'où on vient. En tout cas, on a tous globalement nos silver bullets qu'on cherche. Autrement dit, ce qu'on cherche en permanence, c'est des solutions. Et vu que mon hypothèse, c'est qu'on n'a toujours pas compris le problème, forcément, on n'est pas prêt de trouver de solution. Et d'ailleurs, le problème n'a sûrement pas qu'une seule facette. Ce qui fait qu'en fait, il y a sûrement plusieurs solutions qui sont juste dépendantes d'un contexte.
Et que tant qu'on n'a pas accepté ça, forcément, on ne peut pas évoluer. On ne peut pas se dire, en fait, mon voisin ne fait pas comme moi, mais c'est pas grave, parce que dans son contexte, il fait ce qu'il a le mieux à faire. Et moi, dans mon contexte, je fais ce que j'ai le mieux à faire. Ça, c'est très, très difficile pour une industrie, justement. Parce qu'en gros, ça veut dire qu'au lieu d'essayer d'appliquer les mêmes pratiques à tout le monde, on va tenir compte du contexte, voire carrément des gens, mais alors là, ce serait vraiment n'importe quoi, pour essayer de mettre en place des choses qui ont du sens. Et ça, c'est pas franchement la vision des choses, surtout dans le management. Enfin bref. Ce qui est sympa dans ce rapport, c'est qu'ils essayent aussi d'expliquer pourquoi est-ce que les projets échouent. Et ça, du coup, c'est ma partie préférée. Parce que du coup, c'est vrai qu'ils se disent, si on me dit juste un rapport qui dit que tout le monde est nul, on va se faire engueuler, donc on va essayer de dire pourquoi. Et les succès, ça m'intéresse moins, hein, c'est beaucoup plus drôle de parler des échecs. Donc on va se concentrer sur les échecs, et les 3 premières causes d'échecs, en tout cas d'après ce rapport, alors encore une fois, forcément c'est biaisé, hein, c'est un rapport, ça a été fait je crois sur plusieurs centaines de projets, plutôt nord-américains, bon, ça vaut ce que ça vaut, mais je pense quand même que c'est assez représentatif. En tout cas, ça recoupe pas mal mon expérience, ce qui ne veut pas dire que c'est une vérité absolue, mais c'est à mon avis assez représentatif. Donc le premier point, c'est j'ai pas assez d'input de mes utilisateurs. Ok. Le deuxième point, c'est j'ai des specs qui sont incomplètes. D'accord. Et le troisième point, c'est j'ai des specs qui changent. Bon, ce qui du coup, revient souvent un peu au deuxième point. Ça faisait sûrement mieux de le présenter en 3 points. Ok. Et du coup, qui a déjà travaillé sur un logiciel où les specs ont changé? Voilà. Moi aussi, hein, une fois de plus. Donc on pourrait se dire, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on a des specs incomplètes ou des specs qui évoluent? Parce que on pourrait s'arrêter là et dire, voilà, c'est facile. C'est donc forcément la faute de ceux qui font les specs. S'ils savaient ce qu'ils voulaient et qu'ils nous les donnaient clairement, on n'aurait absolument aucun problème. C'est compliqué de savoir quand même tout de suite le résultat final qu'on veut avoir. C'est carrément compliqué. Moi, je pense même que c'est impossible. Mais c'est effectivement très très compliqué. Et c'est très compliqué pour plusieurs raisons, mais notamment, effectivement, parce que c'est du soft qu'on est en train de créer. C'est quelque chose qui est évolutif. Effectivement, si vous fabriquez une Twingo pour un jeune couple, ils sont contents tant qu'ils n'ont pas d'enfant. Et puis le jour où ils ont un enfant, il leur faut une plus grande voiture. Mais bon, si vous vendez des Twingo, vous savez que votre client ne va pas revenir vous voir en disant « il me faut de la place à l'arrière maintenant ». Alors que quand vous faites du logiciel, c'est ce qui se passe. Et c'est normal en fait. Mais c'est pire que normal. En fait, c'est l'essence même d'un logiciel, de pouvoir évoluer. C'est quand même le rêve initial de Church ou de Turing d'être capable de créer quelque chose qui est reprogrammable à l'infini. C'est cette notion-là qui est super puissante et que quasiment personne ne comprend. Reprogrammable à l'infini. À l'infini, donc pas de fin. Donc c'est normal que ça évolue en permanence. Parce que mon utilisateur, même si déjà c'est rare, mais admettons j'arrive à lui livrer un truc qui lui convienne, et dans 2-3 semaines, lui aussi, il a une vie, le monde continue de tourner, et donc potentiellement, les besoins auront évolué. Et donc c'est littéralement impossible de prédire le futur, a priori. En tout cas, on est très mauvais pour le faire, même si on essaye un peu tout le temps. Et puis, de toute façon, on n'a que 2 alternatives, à ma connaissance en tout cas. La première, effectivement, c'est de dire qu'on ne fait pas bouger les specs. Et dans ce cas, c'est vrai que c'est vachement plus simple pour nous, et au mieux, on va délivrer ce dont l'utilisateur avait besoin au moment où il a fixé les specs, et en admettant qu'il ait réussi à bien les écrire. Ce qui est effectivement déjà... Et que nous, on les ait bien compris. Donc il y a déjà beaucoup de « si ». Mais admettons, en tout cas c'est ce que beaucoup de gens défendent, voilà, et en tout cas c'est ce qu'a l'air de dire ce rapport, parce qu'il dit le problème c'est que les specs évoluent, d'accord, donc fixons juste les specs. Mais on voit bien que si on fixe juste les specs, on a aussi plein de problèmes. Après évidemment, il faut bien s'entendre sur une histoire de scope. C'est sûr que si je dis que mes specs sont fixés pendant un jour, c'est moins grave que si c'est pendant une semaine, ce qui est moins grave que si c'est pendant 3 semaines, ce qui est moins grave que si c'est pendant 6 mois. Et puis si on dépasse les années, là c'est pas loin du foutage de... Vous voyez l'idée. Bref, donc au mieux, on peut livrer ce que le client avait besoin avant. Ou alors, effectivement, on accepte que ça évolue, et dans ce cas, on a quand même un autre gros problème, c'est que du coup, le logiciel n'est jamais fini. Ça, encore une fois, en fait, je connais aucune industrie qui a vraiment ce problème-là. Ça a quand même un gros avantage, hein, on va pas se mentir. Voilà,
Apple, ils sortent des nouveaux iPhones tous les ans, tous les 2 ans, et ça leur permet d'avoir un super business. Et nous, en fait, on fait un petit peu pareil, sauf qu'on n'a même pas besoin de ressortir un produit. On dit tout le temps, ah si, il te faut la dernière version. Bah attends, sinon, tu n'auras pas la version avec microservices qui s'exécute dans le cloud, donc à mon avis, tu vas rater quelque chose. Et donc, on a soit des specs qui évoluent, soit des specs qui sont fixes, mais en vérité, on n'a pas vraiment le choix. Si on veut, si on se dit un minimum agile et que notre objectif, c'est effectivement de mettre l'utilisateur au centre de ce qu'on produit et qu'en fait, on se dit que le but, c'est pas juste de construire des logiciels, mais vraiment d'apporter de la valeur à des gens, bah, du coup, la seule option qu'on a, c'est effectivement d'avoir des specs qui évoluent. Et donc, j'en remets une couche. Qu'est-ce qu'un logiciel? À mon avis, c'est quelque chose qui est censé être utile et qui est censé être toujours à jour. Et pourquoi est-ce qu'il peut être toujours à jour? Parce que c'est du soft, parce que c'est quelque chose qui est reprogrammable à l'infini. Donc le fait finalement qu'on ait des specs mouvantes, c'est vraiment une conséquence même du fait qu'on est en train de construire des logiciels et qu'on essaye de satisfaire des gens avec ça. Autrement dit, bah en fait, si la plupart des projets logiciels échouent, c'est parce que c'est des projets logiciels. Mais je vais reprendre l'explication parce que je me sens dubitatif. Si on revient 3 slides avant, on nous dit, bah, regardez, si 83% des projets échouent, c'est parce que les specs sont incomplètes ou changent. Et moi, je vous dis, OK, mais en fait, ça, c'est la définition même d'un logiciel. Si on n'était pas en train de faire du logiciel, effectivement, on n'aurait pas ce problème de spec qui évolue. Donc, soit on renie même la définition même, l'intérêt même du logiciel, soit on accepte que les specs évoluent. Donc, quand on vient dire que notre projet a évolué parce que les specs bougeaient trop, ça revient à dire que notre projet a échoué parce que c'était trop un logiciel. Et forcément, c'est un peu déprimant. Mais c'est rigolo d'une certaine façon. C'est rigolo justement de ne pas s'arrêter au premier pourquoi et d'essayer d'aller toujours un petit peu plus loin et de creuser pour se dire de quoi on est vraiment en train de parler. Et donc si je le reformule un petit peu, mon hypothèse, du coup, si on entend si souvent que le problème, c'est qu'on n'a pas assez de user input ou des specs qui changent, etc., c'est parce qu'en fait, globalement, en tant qu'industrie, on n'a toujours pas franchement compris ce qui était difficile et complexe dans le fait de construire un logiciel, ni même en fait ce qui était difficile et complexe dans l'essence même d'un logiciel. Sans doute parce qu'on a été largement influés par d'autres industries qui, je le répète, n'ont pas du tout les mêmes contraintes que nous. Et en fait, c'est quoi qui est franchement difficile dans un logiciel? C'est d'avoir des spécifications qui sont toujours à jour. Et la seule façon d'avoir des spécifications toujours à jour, c'est qu'elles soient exécutables. Et des spécifications exécutables, ça s'appelle du code. Donc ce qui est franchement difficile dans un logiciel, c'est d'avoir du code qu'on est capable de faire évoluer en permanence. Parce que si on ne le fait pas évoluer en permanence, c'est plus un logiciel qu'on est en train de construire. On devrait peut-être inviter un autre nom d'ailleurs, je sais pas. Un monolithe. Ouais. C'est déjà connoté, on va choisir autre chose. Enfin bref, moi, mon impression, c'est qu'en 2019, le point de vue sur comment est-ce qu'on fait des logiciels, globalement, c'est toujours celui-là. Moi, je te dis quoi faire, et puis toi, tu le fais. Et dans la plupart, surtout des grosses boîtes où je passe, on a exactement ce framework de gens très bien payés, qui sont souvent des internes, qui font la partie complexe, parce que bon, ils gèrent le métier quand même, hein, pas grand-chose de plus compliqué que le métier. Et la partie simple, alors des fois on la met en Inde, mais après on se rend compte quand même c'est un peu border, donc on va plutôt prendre des prestataires dans différentes ESN, puis après on se fait engueuler, donc on va quand même prendre 1 ou 2 mecs qu'on va recruter, souvent juste pour des raisons légales. Mais on fait bien passer le message globalement, avec une violence symbolique impressionnante de « les gars, vous n'avez rien à foutre chez nous. Vous êtes juste un problème en fait. » Les gars et les filles un petit peu, mais pas suffisamment, on est bien d'accord. Et donc ça c'est exactement ce qui se pratiquait dans les années 70. Donc là on revient sur la conf d'Arnaud pour le coup, voilà, le management à la papa, effectivement ça n'a pas tellement évolué. Et c'est d'autant plus dommage que l'alternative on la connaît. Je pense qu'on est plusieurs à l'avoir vécu ou à l'avoir touché d'une certaine façon.
Et pour moi, l'alternative, elle est là. Elle est dans le fait de mettre les gens qui codent et les gens qui codent pas dans la même pièce et de les faire discuter. Et de les faire discuter d'égal à égal. Donc ça, en termes de violence symbolique, justement, ça reprend beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire effectivement qu'il y a des façons de faire. Ça veut dire que s'il n'y a que des prestataires qui codent et que des internes qui sont chefs de projet, ça fait passer un message fort. Donc il y a vraiment toute une question de structure, en fait, derrière, d'entreprise, qui fait que souvent on a du mal à faire bouger ces pratiques-là. Et alors quand je dis que ces gens-là, ils devraient parler, je vais quand même être plus clair. Si lui ou elle, là, c'est un codeur ou une codeuse, et que lui ou elle, là, c'est un banquier ou une banquière, moi je m'attends à ce que lui ou elle soit capable de faire le boulot de madame la banquière au quotidien, vraiment. De s'asseoir derrière le bureau, de parler à des clients, de faire des recommandations. Et inversement, notre amie banquière, je m'attends à ce qu'elle puisse venir s'asseoir à côté de moi, regarder le code avec moi, et oui, mesdames et messieurs, regarder le code avec moi et coder avec moi, faire du pair programming, mais du vrai pair programming, celui qui a du sens. Celui où on va vraiment s'apprendre des choses mutuellement, précisément parce qu'on ne vient pas du même milieu. Et donc je m'attends à ce que cette banquière, elle soit capable de comprendre mes problématiques de modélisation. Et je pense que c'est ça le plus gros problème, c'est que souvent on dit mais non, mais ces gens-là, ils en ont rien à foutre du code. Et parce que code, ça veut tout et rien dire. Effectivement, d'ailleurs, on l'a redit encore une fois dans des confs ce matin, ils en ont rien à foutre du code technique. Ils en ont rien à foutre de votre base de données, de votre modèle relationnel. Ils en ont rien à foutre de savoir si vous faites des microservices ou un monolithe ou du CQRS. Par contre, ce qui va beaucoup les intéresser, c'est de savoir comment est-ce que vous modélisez leur métier. Et ça, notamment quand on applique certains patterns, comme l'architecture hexagonale dont on a un peu parlé, c'est tout à fait faisable. C'est tout à fait faisable d'isoler des bouts de code complètement de toute la stack technique pour qu'ils soient lisibles. Parce qu'on oublie aussi trop souvent que le code, à la base, c'est quand même du texte, quoi. Et que donc, s'il n'est pas lisible et pas compréhensible, c'est pas parce que c'est du code, c'est juste parce qu'on n'a pas fait l'effort de le rendre lisible et compréhensible. Et cette collaboration-là, elle crée des choses de dingue, vraiment. Parce que là, du coup, vous êtes capable de tirer toute la valeur de votre métier, d'en comprendre toutes les subtilités. Et notre banquière qui comprend un petit peu les enjeux qu'il peut y avoir au niveau technique va aussi être capable peut-être d'arriver avec des nouveaux scénarios, des nouvelles idées, des nouveaux challenges en disant « Ah bah tiens, tu m'as dit que tu pouvais faire ça, mais attends, regarde, si on le faisait plutôt comme ça. » Et là, on parle vraiment de choses qui ont du sens. Et soit dit en passant, ça ne veut pas dire que la partie exécution n'existe pas. Hein. Ça veut juste dire qu'en fait, globalement, c'est quasiment tout automatisé. La partie qui n'a pas de valeur dans le fait d'écrire de code est déjà, globalement, automatisée. Alors certes, on est des fois obligé d'écrire un petit peu de boilerplate, mais je sais pas, écrire même le code très technique qui va permettre d'accéder à une base de données, ça vous prend quoi? 2 jours sur un projet qui va durer 5 ans, 10 ans? On est en train de parler de quoi là? Donc la vraie question, c'est où et comment j'écris mes features métiers. Et ces features métiers-là, elles peuvent être complètement déconnectées. Et c'est elles qui ont vraiment de la valeur. Déconnectées de la partie technique, je veux dire. Et donc toute la partie effectivement purement technique de, je sais pas, même comment c'est déployé, avec ou sans un Kubernetes, ou tout ce que vous voulez pour vous faire plaisir techniquement, c'est des choses qui effectivement n'ont pas d'intérêt. Et globalement, ça a quand même un intérêt justement, si on fait ça, c'est quand même pour exécuter, exécuter, automatiser quoi. Automatiser toute la partie, test, déploiement. Et ça, c'est vachement intéressant. Bref. Le seul objet qui n'a pas de valeur dans cette relation, ça devrait être l'ordinateur. Et là, on est d'accord, et d'ailleurs c'est exactement pour ça que ça a été conçu à la base. C'est ça l'incompréhension initiale du métier. Les ordinateurs, ils ne sont pas faits pour être programmés par des gens qui n'ont aucune valeur. Ils sont faits pour exécuter les tâches qui n'ont aucune valeur. Mais pour savoir quelles tâches n'ont aucune valeur, faut-il encore avoir quelqu'un de très intelligent dedans qui soit devant, qui soit capable de lui dire. Et d'ailleurs, c'est une théorie à moi, vous avez vu, j'en ai plein. Moi, je pense que si on a 5 boîtes aujourd'hui qui dominent le monde
à un point qu'on a souvent du mal à accepter ou à voir, ben, c'est tout simplement parce qu'ils ont compris une grosse partie de ce que je viens d'expliquer, mais avant tout le monde, et dès les années 90. Et je ne sais pas si c'est mieux. Ce qui est sûr, c'est que ça crée des logiciels potentiellement de meilleure qualité, beaucoup plus utilisables. Je ne sais pas si c'est mieux, mais ce qui est sûr, c'est que si vous prenez la violence symbolique d'un développeur à San Francisco ou la violence symbolique d'un développeur à Bordeaux, eh ben, c'est clairement pas la même. Mais si on remonte à l'origine de qu'est-ce qui a mis ça en place, ben pour moi, c'est notamment ça. C'est qu'à un moment donné, il y a des entrepreneurs qui ont dit « Mais en fait, lui là, plutôt que de le prendre pour un con, je vais vraiment m'associer avec lui. Et je vais lui expliquer exactement mes problèmes. Et je vais partir du principe qu'il est aussi intelligent que moi. » Et la conséquence de ça, 30 ans plus tard, c'est qu'il contrôle nos vies, littéralement. Alors on pourrait, c'est probablement pas les seules explications, donc on pourrait commencer à se demander, bon, ok, si c'est si évident que ça, bah, pourquoi est-ce que depuis tout ce temps, on n'a pas appris, quoi. Du coup, je vais me permettre de vous poser 2 questions. La première, c'est qui travaille dans le métier du développement, peu importe son poste, dans la production logicielle, depuis 10 ans ou plus. Donc là, on est quand même sur une grosse moitié de la salle. Ce qui est franchement particulier aux conférences, vous en conviendrez. Ce qui n'empêche pas que, on sait que c'est une des problématiques de notre métier. On a beaucoup de gens qui sont très jeunes, qui arrivent, et on n'a absolument pas les moyens de les former. Et on ne se donne pas les moyens de les former. Et d'ailleurs, il n'y a à peu près aucune entreprise qui, dans son plan de production logicielle, se dit « Ah, c'est vachement important de former les gens qui arrivent. Non, attends, ils sortent de l'école, ils vont être vachement intelligents. Ouais. » On l'a tous fait l'école. On sait que, d'ailleurs, on l'a redit ce matin, enfin Arnaud l'a redit ce matin, personne en sortant de l'école, même le plus grand des génies, et j'en connais franchement, c'est-à-dire des étudiants qui, dès Bac+1, commençaient à faire tous les meet-up, ils codaient en Haskell la nuit, ils recompilaient leur noyau Linux, tout ce que vous voulez. Et peu importe, même ces gens-là, quand ils arrivent sur le marché du travail, ils ne sont pas prêts à se manger du microservice, du Kubernetes, ou plutôt justement, à la limite, ils sont prêts à ça, parce que ça, c'est jamais de la technique. Et s'ils sont bien câblés, c'est franchement pas le problème. Par contre, tout le reste, là, ce qui a vraiment de l'importance, c'est-à-dire les discussions, les jeux politiques, comprendre les interactions entre les services, pour ça, ils ne sont pas prêts. Je pense qu'ils ne le seront jamais. Mais ils le sont encore moins si on ne prend pas le temps d'essayer de leur donner 2-3 conseils sur le sujet. Et notamment d'essayer de leur dire que les fameuses silver bullets qu'on leur a sûrement vendues pendant leurs études, à un moment donné, ils vont se les prendre dans les dents. Et qu'il faut qu'ils y soient préparés. Bon, et l'autre question, effectivement, c'est qui a un ou plusieurs parents qui travaillaient dans l'informatique ? 3, c'est pas mal aussi. Bravo. Donc ça, c'est exceptionnellement rare. Et là, ça vous montre quand même quelque chose de fascinant aussi, quoi. C'est un métier que nos parents ne connaissaient pas, littéralement. Ouais, ils savaient que ça devait exister peut-être par endroits, mais c'est juste complètement nouveau. Et ça, on n'en parle jamais, nulle part. On fait comme si c'était pas du tout un problème. Mais au-delà de ça, ils ne le comprennent même pas. Ben oui, on le comprend même pas. Et pourquoi est-ce qu'on ne comprend même pas ? Parce qu'on a toujours la tête dans le guidon. On est toujours en train de se dire « Putain, il faut que je sois plus productif, il faut que je sois plus productif ». Alors qu'en fait, il y a des raisons assez simples à comprendre si on prend un petit peu de recul, quoi. Et donc, effectivement, on s'en rend même pas compte. Et notamment les nouveaux étudiants qui arrivent sur le marché, eux, les premiers, s'en rendent pas compte. Ils ont l'impression que c'est normal, tout le monde est développeur et c'est pas prêt de changer. Et pourtant, voilà. Et si on repose cette question d'ici 50 ans, ça commencera sans doute à changer. Bon, et puis il y a un autre problème, mais bon, qui est un peu lié à tout ça. C'est que moi, si je prends la carrière des programmeurs, en tout cas que j'ai trouvé inspirant, ce sont souvent des gens qui ont travaillé 30 ans ou plus dans l'industrie, globalement, voilà, à un moment donné, ils ont été diplômés. D'ailleurs, j'ai noté que souvent, ceux qui m'inspiraient le plus étaient multidiplômés. Et pour moi, ce n'est pas une preuve d'intelligence, c'est juste une preuve de curiosité. Ça, c'est super intéressant. Et puis bon, il y a une période où ils savaient tout, évidemment. Et puis à un moment donné, où ils se sont pris une bûche, vers 4-5 ans d'expérience. Donc là, ils ont commencé à se remettre en question sur différentes pratiques. Puis arrivé vers les 10-12 ans d'expérience, ils avaient toujours beaucoup de doutes, mais ils arrivaient quand même à maîtriser 1 ou 2 sujets, voire à être leader dans le fait d'imposer leur vision des choses sur 1 ou 2 sujets. Et puis en fait, quand on les écoute parler, c'est marrant parce qu'ils arrivaient à pousser des trucs, je sais pas, prends un exemple tout bête, la programmation orientée objet,
Et là, tout le monde a dit Amen, c'est super, ça va tous nous sauver. Mais en fait, si vous en parlez avec les gens qui l'ont vraiment poussé, mais eux, ils n'ont jamais vu ça comme une silver bullet. Ils étaient complètement conscients de tous les problèmes que ça posait. Ils essayaient juste d'apporter des nouvelles briques à nos réflexions, mais en aucun cas, ils se sont dit il faut que tout le monde travaille comme ça. C'est pareil pour les bases relationnelles, c'est pareil pour plein de choses. Enfin bref, et donc je dirais qu'au bout de 20 ans d'expérience, là, ils commencent à être à peu près capables d'utiliser le meilleur outil pour le meilleur job. Et ça, c'est très très rare chez des consultants. Parce qu'en général, on voit plutôt beaucoup de gens qui font ça, c'est-à-dire ils maîtrisent une ou deux choses très bien, et du coup, en général, ils parlent principalement de ça. Et ce qui est logique, hein, c'est parfaitement humain. Et donc, ils vont là où on leur demande de le faire. Et puis, passé les 20 ans, ce qui est vraiment rigolo, c'est que souvent, on les entend parler très souvent de ce syndrome de l'imposteur, en fait. Et c'est normal, parce qu'en fait, quand on parle avec eux, ils disent « mais je ne comprends pas en fait, que tout le monde écoute ce que je dis, parce que moi, j'ai jamais rien fait d'autre que me remettre en question depuis 20 ans, et là, vous me dites est-ce qu'il faut faire comme ça ou comme ça, mais je ne sais pas. » Et puis, vers 25 ans d'expérience, là, quand il y a une nouvelle mode qui passe, ils vous disent « ah oui, ben ça, c'est juste la réémergence d'un truc qu'on a vu passer il y a 20 ans, vous inquiétez pas, ça n'a aucun intérêt. Par contre, ce truc-là dont personne ne parle, ça, je vous garantis que ça a beaucoup d'intérêt. » Et puis, je dirais que vers 30 ans, ils acceptent juste le doute, et ça, je trouve ça assez joli. Et c'est Nietzsche qui disait « c'est pas la certitude, c'est pas le doute qui rend fou, c'est la certitude. » Et je pense qu'il a vraiment raison là-dessus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, la seule façon de s'épanouir, c'est effectivement d'accepter de douter. Mais le fait est que chez nous, ça se passe plutôt comme ça. Hein. On a un diplôme, on sait tout, et du coup, on est chef de projet. On peut aussi, on peut être Scrum Master, on peut être plein d'autres choses, parce que chef de projet, ça commence à être moins à la mode. Mais voilà quoi. Et pas parce qu'on le veut, hein. En général, c'est parce qu'on n'a pas le choix. Parce que on veut évoluer dans sa carrière, on veut rentrer voir sa femme à la maison en disant ouais, je suis chef maintenant. Et voilà, et puis au dîner de famille, quand on nous demande ce qu'on fait, on veut répondre je suis chef. Bon. Et du coup, forcément, c'est triste parce qu'évidemment, il y a plein de gens en fait, qui se retrouvent chefs alors qu'ils n'avaient pas envie de l'être. Et le problème, c'est pas que ce poste n'a pas forcément de valeur, c'est juste que c'est en aucun cas l'évolution du métier de développeur. Et c'est une des preuves que le métier de développeur est tellement mal compris. Bon, puis celle-là, c'est gratuit, mais je l'aime bien. Voilà, quand on m'explique que les développeurs vont être remplacés par de l'IA, pour moi, c'est vraiment la preuve par excellence que franchement... Enfin, en fait, la première fois que j'ai lu ça, j'ai dit « waouh, mais ils comprennent rien à ce qu'on fait à ce point-là. » D'accord, ok, bon tant pis. Du coup, on pourrait se dire « bon c'est une profession qui a l'air vraiment pourrie, il vaut mieux l'éviter. » Ou alors, on peut se dire que c'est plein d'opportunités. Et un des trucs, moi, que je répète tout le temps, c'est avant tout une question d'engagement personnel, en fait. Faites ce que vous pensez bon pour votre entreprise. Alors évidemment, c'est un peu trop facile de dire ça. Donc faites en sorte de prouver que ce que vous pensez bon est bon. Sinon, forcément, vous ne faites pas mieux que les autres. Mais en tout cas, voilà, quand vous bossez, n'allez pas demander la permission de faire du TDD, n'allez pas demander la permission de faire du pair programming. Faites-le, faites-le. Sauf si vous êtes dans un contexte où il ne faut pas le faire. Mais ça arrivera très rarement. Donc si vous pensez qu'il ne faut pas le faire, parlez-en à des gens qui le font réellement. Et si eux tombent d'accord avec vous, là, vous pourrez commencer à vous dire « ok, peut-être que ce n'était pas la peine ». En disant « ça m'est encore jamais arrivé de trouver ce genre de contexte », mais j'en parle tout le temps parce que je sais qu'on pose tout le temps la question. Donc, voilà. Ok, mais après, il y a plein d'autres opportunités sur comment améliorer notre industrie. On pourrait peut-être s'intéresser plus au système de type, et notamment au système de type dépendant. Donc d'une certaine façon, s'intéresser un peu plus aux maths, j'y reviendrai. Ça, j'ai largement insisté dessus. Il faut s'intéresser au métier, il faut considérer que c'est notre métier de comprendre le métier qu'on fait. Et de ce point de vue-là, c'est une sacrée opportunité en fait. Parce qu'on est recruté pour faire du C#, du Java, du CQRS, tout ce que vous voulez. Alors qu'en fait, ce qu'on fait, c'est banquier ou médecin. Et c'est génial, parce qu'en fait, je pense qu'il y a très peu d'autres métiers où on peut faire autant de métiers en si peu de temps. Et en rentrant, franchement, comme un imposteur. Là, on peut le dire, il n'y a aucun souci. On va arriver voir des médecins et on va se mettre à bosser pour eux et on va leur livrer des trucs qui peuvent littéralement détruire ou faire exploser leur business. Et tout ça en ayant fait beaucoup moins d'études qu'eux. Bon bref, donc c'est quand même une chance, d'une certaine façon. Et en plus, quand on comprend ça, franchement, on a énormément d'impact. Parce qu'en général, en fait, les gens du métier adorent parler de ce qu'ils font. Et ils adorent comprendre. En fait, si vous arrêtez d'être cryptique et que vous essayez de leur expliquer un minimum ce que vous faites, mais ils sont ravis. Ah, mais c'était ça, une base de données. Ah, mais c'est ça, votre histoire de cloud. Ah. Bref, et ils vont beaucoup plus comprendre.
Et ces histoires de maths, j'ai plus le temps de revenir dessus, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, quoi. En fait, ces histoires de pouvoir décomposer, recomposer, c'est tout ce dont on parle dans la programmation fonctionnelle. C'est ce qui fait qu'on a besoin d'avoir des choses qui n'ont pas d'état, qu'on a besoin de ne pas partager de données, qui sont des choses que la programmation orientée objet, en fait, avait complètement négligées. Mais ce qui est pas grave, ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, c'était pas forcément leur première problématique, ça. Ils avaient déjà des problématiques de gestion de mémoire qui étaient suffisamment reloues à gérer. Mais maintenant qu'on a des problèmes importants de scalabilité, on sait que ce serait sans doute intéressant de s'intéresser beaucoup plus à ce que peuvent nous apprendre les mathématiques sur comment construire un système prédictible, en fait. C'est ni plus ni moins que ça. Et puis je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités dans tout ce qui est approche événementielle. On a vaguement aussi parlé, notamment avec le modèle acteur, mais pas que. Voilà, on a parlé d'event storming. Juste un point sur l'event storming, c'est ça. C'est vraiment juste aller voir des gens du métier, discuter avec eux, mais en utilisant des événements. Voilà. Et ça, si vous ne l'avez jamais fait, je vous encourage à essayer, même de façon informelle, parce qu'en fait, ça marche super bien. Au lieu d'utiliser des termes techniques en permanence, vous utilisez ce qu'on appelle des événements du métier, du domaine, c'est-à-dire que vous utilisez leurs termes, vous en utilisez des événements, et si vous leur demandez de raconter leur histoire, vous verrez que les gens du métier, ils vont vous raconter l'histoire sous forme de flux en permanence. Et un flux, c'est quoi si ce n'est pas des événements qui s'enchaînent et qui s'imbriquent les uns avec les autres? Bon. Et puis si vous êtes curieux et que vous avez déjà fait le tour notamment de l'event storming, je vous encourage à découvrir l'event modeling, qui, si je le fais très très vite, dit en fait CQRS, c'est j'ai des vues qui déclenchent des commandes, qui déclenchent des événements, qui mettent à jour des modèles. Et ça c'est bien, c'est la vision de base technique d'un système événementiel CQRS. Mais en fait, ce qui a vraiment de la valeur, c'est de garder le temps dans ce schéma-là. Autrement dit, plutôt que d'avoir une vision cyclique, je peux avoir une vision en vague. Et ce qui est cool quand je joue ces vagues-là, c'est qu'en fait, je peux m'amuser à les découper et dire, ça en fait c'est une feature, ça c'est une autre feature, ça c'est une autre feature. Et ça devient vachement pratique pour délimiter des contextes et pour filer du boulot à différentes équipes. Bon. Ce que je voudrais que vous reteniez globalement, en fait, c'est que peu importe ce que vous savez, c'est super important d'essayer de vous ouvrir les chakras, de penser out of the box et potentiellement d'aller chercher des solutions, surtout pas dans l'industrie du logiciel. Parce c'est essayer d'aller, peut-être dans la philosophie, peut-être dans la sociologie, peut-être dans la physique, dans les mathématiques, je ne sais pas. Essayez vraiment de remettre en question ce qu'on fait dans l'industrie informatique de ces points de vue-là, et vous allez apprendre des choses absolument dingues et qui pourraient bien, effectivement, largement faire évoluer l'industrie. Autrement dit, de mon point de vue, la révolution du logiciel, elle a eu lieu, parce qu'il y a des gens qui l'ont très bien compris et qui contrôlent nos vies. Mais l'évolution du logiciel, c'est-à-dire le fait que globalement, en tant qu'industrie, on soit tous conscients de qu'est-ce que c'est qu'un logiciel, de qu'est-ce qui est si particulier dans cette chose-là, ça, on en est très très loin. Et en fait, une de mes opinions, c'est que la plupart des problèmes qui en découlent et qu'on essaye de résoudre viennent de ce problème initial. Merci beaucoup. Alors, je me permets juste de citer les fameux grid programmeurs, ou pas d'ailleurs, parce qu'il y en a qui ne sont même pas programmeurs, mais qui m'ont largement inspiré tout ça. Donc Alan Key, Victor Brett, David West, Joe Armstrong, Christopher Alexander, qui est un architecte. Le livre qui parle beaucoup d'histoire de l'informatique, qui reprend pas mal de ce que j'ai raconté, c'est The Computer Boys Takeover. En gros, il raconte comment et pourquoi c'est effectivement des boys qui ont pris le contrôle de l'industrie informatique. C'est assez passionnant à lire. Et puis donc la référence au Chaos Reports. Des remarques, des questions? Une bière? Ouais. Ah ouais, pour la bière? Ça marche, on y va. Ouais. Pour la liste de tes références, ça rebondit pas mal avec la conférence sur Bourdieu et sur les Magnans âgés qui se représentant Définitivement. une même classe. Et même avec ce que disait Arnaud ce matin, il a cité plusieurs fois Alan Key, et oui, ça recoupe beaucoup de choses de... ah oui, non, pardon, tu veux dire, c'est des gens du coup qui ont créé, qui du point de vue sociologique ont probablement créé quelque chose qui leur ressemble. Ouais. Oui, tout à fait. Mais globalement, en fait, tous les leaders de l'industrie informatique, malheureusement, rentrent dans ce schéma-là, quoi. Moi, ce que j'aime avec eux, c'est qu'au moins, ils ont tendance à se remettre en question en permanence et à interroger leur métier de façon franchement dérangeante.
C'est-à-dire que voilà, quand l'inventeur, enfin d'ailleurs c'est pas l'inventeur, mais bon, on va dire celui qui a vraiment popularisé l'orienté objet fait une conférence, dans une conférence dédiée à l'orienté objet et qui vient expliquer qu'en fait, d'ailleurs, la même chose qu'ici, donc sa conférence s'appelle The Computer Revolution Hasn't Happened Yet, je crois, où il explique qu'en fait on n'a encore rien compris à l'informatique, quoi. Donc effectivement, c'est très très inspiré notamment de cette conférence-là. Et voilà, et le mec est déjà une super rockstar, tout le monde fait ce qu'il a dit, et il arrive, il se plaint devant tout le monde, il dit mais les gars, on n'a rien compris. Et donc je trouve ça assez intéressant dans la démarche. Voilà. Christopher Alexander, pour le coup, c'est un architecte, mais qui a beaucoup inspiré tout ce qui est conception des patterns, notamment le Grain of Fort dans notre industrie. Et lui, c'est pareil, en fait, il passe son temps à critiquer son métier, quoi. C'est un mec que tout le monde admire mondialement, et il dit, mais les gars, ça fait 70 ans qu'on ne sait plus construire un bâtiment, quoi. Bon, voilà. Mais je suis d'accord avec toi sur le principe. C'est vrai que ça manque de références féminines. Et tout comme mes prédécesseurs, je suis largement biaisé de toute façon, de par mon appartenance aussi. D'autres remarques? Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas eu des éléments de réponse quand même ce matin? Arnaud parlait justement de la transition projet-produit. Pourquoi les projets se cassent la figure? Tout simplement peut-être parce que ce sont des projets. Et qu'un projet est censé avoir un début, une fin, et on sait tous qu'un produit n'a pas de fin. Et que justement cette transition-là, elle commence peut-être à apporter quelques réponses concrètes. Constater la réalité qu'il y a un début, il n'y a pas de fin, qu'il ne faut pas considérer des bornes, Tout à fait, mais des éléments de réponse, il y en a plein. J'ai essayé d'en donner aussi quelques-uns. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, peu importe les éléments de réponse qu'on vient t'apporter, commence-toi par les challenger. Commence par les challenger, comprendre d'où ils viennent et à quels problèmes ils essayent de répondre, avant de dire, ok, je vais pouvoir effectivement les mettre en avant. Mais ouais, il y a plein de choses à faire, heureusement. Ouais. Tu parlais d'une solution qui serait en fait de rapprocher le métier technique pour qu'ils travaillent ensemble sur la réalisation des produits. Ouais. Tu avais marqué DDD comme référence à un moment de langage de type d'arbolète. Ouais. C'est quelque chose qui s'en rapproche ou du coup, qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Oui. Ben, j'ai fait exprès de mettre cette ambiguïté parce que tout ce dont j'ai parlé, moi j'en suis la première victime. Enfin, moi je suis clairement à l'étape, voilà, je maîtrise bien DDD, CQRS, event sourcing et approche événementielle, etc. Un petit peu programmation fonctionnelle et donc beaucoup de ce que je peux raconter techniquement tourne autour de ça. Donc j'ai fait exprès de le mettre pour dire, c'est pas parce que je le dis moi que ce serait plus vrai que ce que vous pourriez voir ailleurs. Mais oui, effectivement, d'une certaine façon, mais je dirais même au-delà du DDD, ce serait même plutôt le BDD pour le coup, le Behavior Driven Development. Sa première préconisation, c'est vraiment ça, c'est dire, allez juste parler avec les gens du métier, quoi. Quand ils vous apportent les specs, vous prenez les specs, vous les foutez à les poubelles et vous discutez avec eux. Ouais. Quand tu dis aller juste parler dans le métier, ok, on n'a pas compris l'industrie des logiciels, c'est je suis bien d'accord, mais les développeurs, quand ils se positionnent développeurs React ou développeurs Angular ou autres, Ouais. ils se surspécialisent et ils ne se mettent pas dans une démarche de Mais oui. formation. Mais quand je dis on n'a pas compris l'industrie, je m'adresse aussi et principalement aux développeurs, hein, on est bien d'accord. Je ne m'adresse pas juste à tous ceux qui font du logiciel et qui ne seraient pas développeurs. D'ailleurs, c'est clair, on a largement notre part de responsabilité dans ce manque de compréhension et dans ce manque du côté proactif d'aller vers le métier, d'essayer justement de diminuer ce gap et comme le disait encore ce matin Arnaud, de supprimer cette séparation entre la tech et le business, quoi. Parce qu'en fait, c'est pas la tech versus le business, c'est on essaye de monter un produit. Et on est juste une équipe. Voilà. Mais du coup, oui, pour les références au DDD, le DDD parle aussi beaucoup de ça. Et voilà, et toi d'ailleurs, je parlais de domaine, ça vient effectivement littéralement du domaine driven design, mais le truc c'est que le DDD va beaucoup plus loin que ça. Et donc souvent, je le vois aussi appliqué comme des silver bullets. Et puis d'ailleurs, t'en parles aussi, non, c'était pas toi qui en parlais ce matin, c'est la personne qui est passée après. Mais ça revient au même, c'est-à-dire que des fois, on arrive sur des projets, on nous dit, nous, on a tout fait en DDD. Ah bon, il est où votre expert métier? Notre quoi? Non, nous on a mis des repositories, des aggregates, des value objects et des entities. Ah ouais. Donc vous avez pris tout ce qui n'avait pas d'intérêt dans le DDD. Ouais, voilà, c'est ça. Enfin bon, bref, donc c'est juste pour dire que, en fait, et c'est pour ça que j'aime bien aussi mettre CQRS, event sourcing, etc., c'est que peu importe le terme que vous utilisez, ce qu'il faut bien comprendre, c'est microservices ou tout ce que vous voulez. Les gens qui viennent vous en parler, ils en ont retenu ce qui les intéressait. Et c'est rarement la partie la plus intéressante. Voilà. Ouais. Alors, l'idée, c'est de dire,
le fait, si je caricature, en fait, c'est juste de dire, ce serait quand même vachement intéressant pour notre industrie, à mon avis, et ça n'engage que moi, qu'on soit capable de détecter un maximum de problèmes à la compilation plutôt que d'attendre le runtime, globalement. Et c'est un des principaux trucs que va apporter les systèmes de type. Merci. Et voilà. Et après, on peut aller encore plus loin avec d'autres systèmes, mais l'idée de base, c'est ça, c'est dire, ce serait bien qu'on soit capable de catcher un maximum de problèmes à la compilation. Voilà. Définir des lois et les systèmes formels comme quoi. Ou de définir des lois et de les implémenter avec des systèmes formels comme code, tout à fait. Mais en fait, pour moi, ça revient au même, c'est-à-dire qu'idéalement, j'aimerais qu'on soit capable d'écrire un langage qui, en fait, inclut dans son système de type les preuves formelles. Voilà. Mais on est d'accord sur le principe. Pour les preuves formelles, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais l'idée, c'est qu'aujourd'hui, en fait, il existe des outils qui permettent de démontrer formellement qu'un algorithme va se comporter de la situation attendue dans toutes les situations possibles. Pardon ? Et ce, statiquement, oui, sans exécuter le code, tout à fait. Donc, c'est des choses qui sont difficiles à faire, très intéressantes, mais, voilà, mais qui sont loin d'être la norme. Donc, ça fait partie des choses que je trouve intéressantes à explorer. Une question. Oui. Il y a juste un slide qui m'interpelle, c'est quand tu dis que le banquier, on doit être capable de se mettre à sa place, et que lui doit se mettre à sa place, à notre place aussi, qu'on puisse partager. Et là, Oui. le problème, c'est que les langages qu'on utilise, le média qu'on utilise pour développer, sont des médias qui sont assez compliqués, notamment si on prend des paradigmes pour la programmation fonctionnelle que je défends, hein, Oui. Dicus. C'est déjà assez obscur, donc là il y a quand même un petit problème, c'est de trouver peut-être un moyen moins expressif, pas moins expressif, plus expressif en fait pour le japonais. Est-ce que ça ne revient pas à faire aussi ce qu'on appelle les métamodèles, etc., qui vont générer du code? Ça, j'ai un gros doute là-dessus. J'ai clairement pas la solution, mais en tout cas, pour moi, l'approche, c'est ce que j'essayais de dire, c'est de dire effectivement, on ne peut pas lui montrer tout le code, mais il y a une partie du code qui est censée respirer le métier, et celui-là, il faudrait qu'on soit capable de le construire ensemble, et de toute façon, c'est le seul code qui a vraiment de la valeur. Oui. Donc c'est ça le seul élément de réponse que j'ai. Après, il y a des choses effectivement plus pragmatiques, de dire, je sais pas, si on travaille avec un framework de BDD comme Gherkin, ça va aussi nous aider parce qu'on va vraiment lui montrer quel est le lien entre sa spec et son code, donc ça peut aider. Mais oui, tu as tout à fait raison sur le fait que à un moment donné, si on commence à faire le lien avec les mathématiques, etc., la programmation fonctionnelle, et qu'il faut aussi qu'il intègre ça, ça peut être l'étape en trop. Ça peut avec le nommage déjà des variables et des fonctions, Voilà. on parle déjà, voilà. ça l'aide peut-être déjà un peu, ça le met sur la voie. C'est-à-dire que j'entends ce que tu me dis, mais c'est déjà un problème super avancé. Si déjà on est capable de nommer les choses correctement et d'être honnête envers nous-mêmes et justement de prendre des experts métiers et de leur dire voilà, je l'ai nommé comme ça, qu'est-ce que tu en penses? Enfin, moi, depuis que je fais ça, c'est impressionnant le nombre de fois où effectivement l'expert métier m'a dit non, nomme-le plutôt comme ça, ou attends, mais ça n'a rien à foutre là, je ne comprends pas du tout le lien entre ces deux concepts et pourquoi ils sont dans alors, il ne dit pas le même objet, mais c'est ce que ça veut dire. Et du coup, tu as déjà fait programmer avec Oui, énormément. Et c'est génial. C'est pour ça que je dis, en fait, il y a beaucoup d'a priori aussi dans notre métier. La question qu'on posait tout à l'heure en disant, mais pourquoi est-ce que les devs, du coup, ils se mettent des étiquettes, React, C#, etc. Il y en a beaucoup qui pensent qu'ils n'ont absolument pas le droit de faire ça. Et là, on revient à cette histoire de sociologie et au fait que, en gros, ça fait 70 ans qu'on leur dit que c'est pas leur place. l'acceptation de la part des clients, elle se fait facilement. De toute façon, il n'y a pas de vérité absolue, mais moi j'aime beaucoup quand Arnaud dit livrer, et puis c'est le seul élément de réponse, quoi. Moi, quand je tombe sur un client qui commence à être pinaillé, à me demander des contrats, machin, à réécrire, à dire non, mais il faut faire ça, je dis non, mais c'est simple. Si vous n'êtes pas content, vous me virez dans une semaine. C'est quoi votre risque? C'est rien. Bon, du coup, on y va, on démarre. Dans une semaine, vous aurez un truc à tester. Ça vous va pas, on arrête de travailler ensemble, et je vous en tiendrai pas du tout rigueur. Donc là, c'est un peu le même principe, quoi. Tu délivres et voilà. Mais globalement, moi, il y en a même, pour le coup, c'est arrivé une fois. D'ailleurs, c'était plus un profil testeur que vraiment fonctionnel, mais j'ai envie de dire que c'est vraiment découvert une passion pour l'informatique, quoi. C'est-à-dire que derrière, il s'est mis à automatiser plein de choses lui-même, à demander des conseils sur comment écrire le machin et tout. Et voilà, il a vraiment adoré cette expérience-là. Pardon ? Oui, mais sans le savoir.
Son code, ça restait franchement pourri, hein, on va pas se mentir. On ne lui aurait pas demandé d'écrire tout un système d'information, mais c'est pas le sujet. Par contre, il écrivait justement des petits outils à côté pour automatiser des tâches qu'il avait à faire au quotidien. Et lui, il était super content et ça lui permettait justement de comprendre un peu parce que du coup, son code, il se mettait à le maintenir. Et là, il commençait à comprendre pourquoi je le tatillonnais. C'est vachement bien comme verbe. Pourquoi je le tatillonnais autant sur tout ce qui est nommage de variables et ouais, mais alors t'es sûr qu'il faut qu'on l'appelle comme ça et t'es sûr que ça sert à ça et parce que là, il voyait bien qu'en reprenant son code qui avait même que 2 mois, il tombait sur des problèmes franchement bêtes quoi. Est-ce que le fait de s'approprier la modélisation ça remettait aussi en cause son métier? Mais évidemment. Et donc c'est ça qui est très difficile en fait. Ça veut dire qu'il faut que tu trouves des gens du métier qui sont prêts à se remettre en cause, ce qui est à peu près tout autant difficile que de trouver des développeurs qui sont prêts à se remettre en cause. Mais c'est l'alliance de ces deux-là qu'on va vraiment chercher. On continue à en parler autour d'une bière. Merci beaucoup.